Mmh. Bon, eh bien, on va commencer. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents avec nous aujourd'hui pour ce webinaire à propos de la nouvelle REP batterie. Je m'appelle Juliette, je suis en charge de l'Alliance des mobilités au sein de Mobiliance. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc Mobiliance, c'est le syndicat professionnel qui représente les services de l'automobile et de la mobilité. Et au sein de ce syndicat, on a plusieurs branches, dont deux branches qui vous intéresseront aujourd'hui. L'Alliance des mobilités qui va représenter des entreprises innovantes dans les domaines à la fois des mobilités, c'est-à-dire le partage au niveau de la mobilité routière, comment on va se déplacer autrement, et d'un autre côté, des entreprises qui vont venir un peu challenger les métiers historiques de l'automobile et de la mobilité en proposant des nouvelles solutions, comme le font aujourd'hui les deux personnes qui m'accompagnent, Cyril et Joséphine, respectivement au sein de Voltaire et Bip Battery, qui sont toutes les deux entreprises adhérentes à l'Alliance et qui font notamment partie de notre groupe de travail à propos du sujet des batteries. Je vais les présenter brièvement, puis je leur laisserai la parole pour le déroulé de ce webinaire. Donc Voltaire conçoit et assemble des nouvelles batteries avec les cellules de batterie ayant déjà eu une première vie. Et Bip Battery calcule l'état de santé de la batterie d'un véhicule en temps réel et agit comme intermédiaire pour orienter chaque batterie en fin de vie vers le meilleur exutoire. Donc voilà, merci beaucoup de vous être connectés. Juste peut-être quelques règles avant de donner la parole à nos deux intervenants. Au niveau des questions, on les prendra à la fin pour un temps dédié. Après, si vraiment une question vous brûle les lèvres, vous pourrez les mettre dans le chat. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un très bon webinaire. Et Cyril et Joséphine, la scène est à vous. Merci Juliette. Merci. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que les slides défilent bien? Ouais. Impec. Encore merci Juliette pour l'organisation de ce webinaire et l'opportunité de se retrouver pour échanger sur ce thème de la nouvelle REP des batteries. Je vous propose de passer en revue les thèmes qu'on va voir. Premièrement, une vue d'ensemble de ce qui nous amène à cette nouvelle REP. Comprendre les concepts essentiels, faire un focus sur les droits qu'elle vous ouvre, ainsi que les devoirs qui y sont associés. Et puis ensuite, on mettra un petit peu en lumière comment nous, Voltaire et Bib, pouvons vous accompagner dans votre mise en conformité. Voilà, et puis on gardera du temps pour les questions et réponses qui très certainement naîtront de ce webinaire. Le sujet est un peu complexe, donc ne perdons pas de temps et allons-y. Donc, qu'est-ce que la REP? REP pour responsabilité élargie des producteurs. Si on fait un petit focus historique sur cette idée de REP, elle commence tout d'abord par l'idée du pollueur-payeur, qui est un concept qui est arrivé dans les années 70 à un niveau international, qui dit simplement que une personne qui met sur le marché une batterie, doit en gérer la fin de vie ou étant donné, il doit y avoir une proportionnalité entre la quantité mise sur le marché et la gestion, la contribution à cette gestion. L'idée fait son chemin dans différentes instances. Je ne vais pas toutes les détailler, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en 2023, une très importante mise à jour a été votée au niveau de l'Union européenne, qui élargit très largement les catégories de batteries qui sont concernées par cette filière, et donc les droits et les devoirs qui vont avec, et puis qui décide aussi d'objectifs pour la collecte, le réemploi. Enfin, on viendra en détail sur les objectifs un peu plus tard. Aussi de façon assez macro, il faut aussi reconnaître un concept important qui est la hiérarchie des modes de traitement de déchets, qui est venu aussi informer ce règlement UE 1542,
qui veut qu'il y ait une préférence à la solution qui va le moins détruire de valeur. Donc on va retrouver en toute fin de chaîne le recyclage et au tout début le réemploi. Le règlement 1542, donc UE 1542, il s'applique tel quel sur toutes les législations qui sont membres de l'Union européenne. Donc elle est applicable à partir de 18 août en France. Il nous a paru important, dès le début du webinaire, d'établir des notions essentielles pour bien comprendre qui est qui et qui fait quoi dans cette chaîne de valeur des batteries, pour comprendre ensuite les termes qu'on va employer. Donc ce petit schéma pour essayer d'expliquer la vie d'une batterie qui commence par l'extraction de ses matières premières et puis son assemblage pour ensuite être vendu. On va du coup regrouper au sens de la REP les activités de production de ces batteries et celles de la distribution et de la vente sous le terme de producteur. La REP invoque ce terme de producteur pour désigner les personnes qui mettent sur le marché des batteries. Et donc ces personnes ne sont pas nécessairement physiquement celles qui ont produit les batteries. On reviendra plus tard sur cette notion de producteur et les différents scénarios. Mais pour simplifier et pour bien replacer le contexte, un producteur, c'est un metteur sur le marché. On va beaucoup vous parler d'éco-organismes dans ce webinaire. Les éco-organismes, ce sont des organisations qui ont pour mission de collecter une portion de la valeur des batteries dans le prix de vente. Cette valeur-là, on l'appelle l'éco-contribution. Et cette éco-contribution va servir à financer la collecte lorsque la batterie est arrivée en fin de vie, la collecte et le traitement en fin de vie de ces batteries. Donc ce sont les éco-organismes qui récupèrent ces sous-là et qui les dispatchent à des opérateurs de collecte, à des opérateurs de tri et à des opérateurs de fin de vie, qu'on distingue du coup maintenant en deux catégories. D'un côté, le recyclage, qui est la filière historique et l'exutoire, on va dire, classique de cette filière REP, et des nouveaux acteurs que nous représentons avec BIB, mais il y en a d'autres que nous, qui offrent aux batteries la possibilité d'avoir une seconde vie. Voilà. Alors, je laisserai BIB s'exprimer peut-être sur la nature de leur activité de façon plus précise, mais disons on cherche à mettre en avant ces secondes vies pour les batteries. Il est important de noter que chaque pays européen a développé ses propres éco-organismes et que donc vous trouverez en France les 3 éco-organismes qu'on va détailler plus tard, mais en Espagne, ce sont d'autres acteurs et ainsi de suite. Et je passe la main à Joséphine pour exprimer ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle REP. Merci Cyril. L'idée est donc de repasser un peu en revue les changements principaux induits par le texte pour vous refaire une petite remise en contexte chronologique. Donc le texte, le règlement batterie est entré en vigueur à l'été, là, en août. Aujourd'hui, on est dans une phase où vous, acteurs de la filière batterie, vous vous mettez en conformité avec la REP, à savoir vous adhérez à des éco-organismes ou vous vous constituez en système individuel. Donc c'est une phase qui prend plusieurs mois. Et l'idée est qu'à partir de janvier 2026, le système soit réellement mis en place, effectivement mis en place, avec des opérateurs de gestion de déchets. Voilà pour la chronologie globale. Et ensuite, Cyril, si on peut passer à la suivante, merci. Le changement principal de la REP, c'est de dire l'ancien texte n'était pas assez coercitif sur les types de batteries qui étaient pris en compte. Donc le premier changement de cette REP, c'est d'élargir les catégories de batteries à non plus 3 types de batteries, mais 5 types de batteries. Le but étant d'être le plus exhaustif possible.
Donc aujourd'hui, ce règlement européen, il s'applique aux batteries portables, aux batteries de moyens de transport légers, aux batteries industrielles, aux batteries de véhicules électriques, aux batteries de démarrage. Première idée, exhaustivité. Ensuite, un autre changement de cette REP, c'est qu'il y a en France, Cyril le mentionnait, de nouveaux éco-organismes, qui ont été agréés par le gouvernement. En France, il y a 3 éco-organismes, Battery Box Écosystème et Recycler mon véhicule. À noter que les 2 premiers ont été agréés sur toutes les catégories de batteries. Ça veut dire qu'ils ont l'autorisation de gérer toutes les catégories de batteries. Et le dernier, Recycler mon véhicule, n'est agréé que pour traiter des batteries de voitures électriques. Donc, deuxième changement, les éco-organismes. Ensuite, Cyril, si tu veux bien changer. Un autre changement crucial de cette REP, c'est, Cyril le disait aussi, l'extension de la notion de producteur. L'idée étant toujours d'être le plus coercitif possible sur les acteurs qui vont être obligés de traiter leur batterie. L'ancien texte disait, quand je fabrique une batterie, je suis producteur, je suis responsable de la fin de vie de ma batterie. Ce nouveau texte-là dit que le producteur n'est plus seulement le fabricant, mais c'est aussi l'importateur en Europe, le distributeur et tous les opérateurs de réaffectation au remanufacturage. Donc globalement, l'idée de dire d'élargir la responsabilité du producteur. Et ici, petit schéma pour clarifier un peu à quel moment s'applique la REP. Le cas 1, je le disais, une batterie qui est produite à l'étranger et qui est importée ou distribuée en France et même en Europe, moi, importateur, je suis responsable de la fin de vie de ma batterie. Premier cas. Second cas, le plus logique, une batterie produite en France, moi, producteur, je suis responsable de la fin de vie de ma batterie. Et enfin, une batterie qui n'est ni produite par moi, ni importée par moi, mais que je distribue, c'est moi qui suis responsable de la fin de vie de ma batterie. Donc bien avoir en tête cette nuance-là de la REP qui peut s'appliquer à différents types d'acteurs et pas seulement aux producteurs de la batterie. Ensuite, pour ce qui est donc de se mettre en conformité avec ce règlement, il y a 2 options principales pour tous les acteurs. La première, c'est d'adhérer à un éco-organisme, ce qui veut dire concrètement payer un éco-organisme pour qu'il gère à votre place la responsabilité de la fin de vie. Et donc, en payant, Cyril disait, l'éco-contribution, vous vous défaites de la responsabilité de la fin de vie. Première option. La seconde est de vous constituer en système individuel, c'est-à-dire de vous engager à atteindre les mêmes niveaux de stabilité que l'éco-organisme, mais tout seul. Et c'est un agrément qui est délivré par l'État. Donc, c'est un vrai dossier à présenter. Et ça veut dire que vous considérez que vous avez les moyens de gérer seul la fin de vie de vos batteries. On pourra entrer plus en détail là-dessus plus tard si vous avez des questions. Mais donc 2 options, éco-organisme ou système individuel. Et enfin, le texte du règlement mentionne des objectifs chiffrés pour obliger les différents acteurs de la filière à vraiment prendre en charge leur batterie. Un premier objectif qui est important, c'est que le règlement place un objectif de collecte, de taux de collecte des batteries. Simplement s'assurer que le système fonctionne. Et donc, en l'occurrence, que plus de la moitié des batteries qui ont été mises sur le marché au cours des dernières années soient effectivement prises en charge dans le cadre de la REP. Et ce règlement place aussi des objectifs de réemploi, réaffectation, remanufacturage, c'est-à-dire s'assurer que dans les batteries qui sont traitées, tout ne soit pas envoyé au recyclage par défaut, parce que dans ces batteries dites en fin de vie, il y a des batteries qui ont du potentiel en seconde vie. Et donc s'assurer qu'une partie au moins de ces batteries-là soit bien exploitée en seconde vie. Et ensuite, pour mettre les sanctions en face, globalement, les sanctions qui sont mises en place par l'administration sont des sanctions financières, des amendes. Maintenant, en termes de devoirs, donc je le disais, pour être en conformité, là, la chronologie dans laquelle on est, donc vous avez dû ou vous devez, si ce n'est pas le cas encore, choisir un éco-organisme si vous décidez d'adhérer à un éco-organisme. Et ensuite, la façon dont ça fonctionne, c'est vous payez une éco-contribution sur la base des volumes que vous avez mis sur le marché précédemment. Et ensuite, chaque trimestre, selon le barème de prix de l'éco-organisme, vous allez régler cette éco-contribution qui vous défait de votre responsabilité. Ça, c'est l'option 1 pour l'adhésion à l'éco-organisme. Et dans le cas de l'option 2, sur la slide suivante,
Si vous décidez donc de mettre en place un système individuel, il vous faut constituer un dossier auprès de l'administration. Normalement, c'est des dossiers qui sont encore déposables et vous allez devoir vous-même faire des appels d'offres pour trouver des opérateurs de traitement, de gestion des déchets. Et ce que je disais, vous allez assurer vous-même la traçabilité de vos déchets, vous vous engagez à atteindre les objectifs de collecte au même titre que les éco-organismes seuls. Donc voilà pour un peu plus de détails sur ces deux options-là. Et ensuite, on vous remettait ici sur le graphique à droite, vous voyez en rouge la part que représente l'éco-contribution dans le coût total de la batterie pour le producteur. Donc c'est pour vous montrer que c'est un coût qui n'est pas négligeable. Néanmoins, ce n'est pas non plus 50% du coût de la batterie à la production, mais c'est un coût qui n'est pas négligeable. Vous avez le détail des coûts pour Battery Box. Pour l'écosystème, on n'a pas les coûts fixés. Donc ce serait à obtenir auprès d'eux. Et je laisse la parole à Cyril. Je vais vous parler des droits. Donc, on l'a dit, la REP, ce n'est pas une option. C'est une nécessité que d'entrer en conformité avec ce règlement, mais vous avez aussi des droits. Et notamment, les éco-contributions peuvent se voir réduites dans deux cas spécifiques. La première, si votre batterie est éco-conçue. Par là, on entend, est-ce qu'il y a des matières recyclées, par exemple, dedans? Est-ce qu'elle a été conçue pour être facilement réparable? Les éco-organismes sont en cours d'écrire les barèmes qui vont diriger l'appréciation de cette éco-conception. Donc, je vous invite à vous rapprocher d'eux pour comprendre dans quelle mesure votre éco-contribution pourrait être modulée. Et puis, il y a un autre mécanisme qui s'appelle la réfaction, qui veut que si un adhérent qui est à jour de ses éco-contributions, donc qui paye déjà son éco-organisme pour la gestion de fin de vie de ses batteries, si cet adhérent finance directement une solution de collecte ou de traitement de la fin de vie de ses batteries, alors il peut voir ses éco-contributions réduites, puisqu'il aura repris une partie des tâches qu'il avait déléguées à l'éco-organisme. Donc, on voudrait mettre en valeur notre offre. Je te laisse y aller, Joséphine. Oui, carrément. Pour vous donner un peu plus de détails, ce qu'on fait, nous, donc chez Bi, historiquement, on a géré des stocks de batteries en fin de vie, surtout sur des batteries de micromobilité. Aujourd'hui, notre proposition de valeur, c'est de dire, on connaît beaucoup d'acteurs en Europe, on est à la fois des éco-organismes, des flottes de micromobilité, des constructeurs automobiles. Et notre proposition de valeur, c'est de dire, on vous accompagne dans toute la gestion de cette fin de vie, dans la recherche d'une solution. Donc nous, ce qu'on fait, c'est les producteurs de batteries vont nous partager les informations sensibles de leur batterie, toutes les informations sensibles pour pouvoir gérer leur stock. Donc le MSDS, l'état de leur batterie, des photos, etc. si besoin. Première étape, on va venir récolter les informations. Ensuite, deuxième étape, nous, on a un réseau d'une centaine de partenaires en Europe qui sont des démanteleurs, des recycleurs, des acteurs de la seconde vie, auprès desquels on va proposer ces stocks de batteries en fin de vie. Donc, on va un peu voir sur le marché les exutoires européens, quels sont les exutoires possibles pour ces batteries-là. Ensuite, on arrive à la troisième étape, qui est qu'on va tester ces batteries. Je vous le disais tout à l'heure, le règlement impose un pourcentage de batteries qui soit réorienté vers la seconde vie. L'objectif de ces tests, c'est aussi de voir, nous, dans les échantillons qui nous sont déclarés, quelles sont les batteries qui sont éligibles à la seconde vie. Donc, on va tester les batteries. Et ensuite, en fonction du test des batteries, de l'état de ces batteries, des échos qu'on a de nos partenaires du marché de Laval, on va valider avec notre client qui est le propriétaire des batteries le meilleur scénario qu'on lui conseille, à savoir X% des batteries vont vers la seconde vie, X% en recyclage, X% en réparation. On arrive à l'étape d'après, qui est que nous, on va agir comme intermédiaire pour organiser la collecte et le traitement de ces batteries auprès de nos prestataires en Europe avec possiblement différents éco-organismes. Et ensuite, dernière étape, on aide
on accompagne nos clients dans toute la gestion des paiements, la gestion des éco-contributions parfois entre différents pays européens. Et donc voilà, on s'engage à accompagner le client tout au long de cette phase-là, avec un scope pas seulement en France, mais européen. Top. Et nous, chez Voltaire, en fait, on est un des prestataires potentiels de BIB. Donc, nous aussi, on collecte les batteries usagées, on démantèle les packs, c'est notre processus industriel, et on récupère ce genre de cellules. Ça ressemble beaucoup à des cellules que vous pourriez acheter dans le commerce, mais elles ont des caractéristiques un peu plus sérieuses, on va dire. Et donc, essentiellement, on performe ce qu'on appelle un cyclage dessus, c'est-à-dire on les charge et on les décharge complètement pour en calculer la capacité résiduelle à emmagasiner de l'énergie. Donc, les batteries qui sont trop faibles, ont un réservoir un réservoir résiduel trop peu important par rapport au nominal, se retrouvent envoyées au recyclage, et celles qui sont encore bonnes sont réassociées euh, en groupe de cellules dont les performances sont homogènes. Et cela, ça nous permet de réassembler des batteries qui vont durer dans le temps, parce que les cellules ne vont pas chercher en fait à s'équilibrer les unes les autres en permanence. Et bien sûr, on travaille sur cahier des charges clients systématiquement pour répondre précisément à votre besoin. Petite mise en lumière d'une offre qu'on propose en partenariat avec Valeo, qui concerne plus particulièrement les gestionnaires d'une flotte de moyens de transport légers, donc la fameuse catégorie MTL, où on propose une réparation de l'électronique de la batterie, parce que bien souvent, c'est là que la batterie meurt d'abord. Et puis, si c'est réparable, ça retourne dans votre flotte directement. Et si la réparation électronique n'est pas possible, alors retour à la slide d'avant, démantèlement des batteries, réaffectation des cellules. Et puis, ce que ça vous permet d'obtenir, c'est un total cost of ownership. Donc, pour les plus français d'entre nous, c'est un coût total de possession optimisé, et bien sûr un impact environnemental réduit, tout en accomplissant votre mise en conformité réglementaire, mais cela va sans dire. Et donc voilà, il y a deux de ces étapes qui sont donc ouvertes à la réfaction, c'est-à-dire qui peuvent ouvrir à ce que vos éco-contributions soient minorées d'autant. Donc, venez nous voir, et on ouvrira des discussions tripartites avec les éco-organismes pour mener à bien ces possibilités-là. Et je crois que nous avons fait le tour de façon très efficace de notre sujet. Non, il reste un développement. Joséphine, tu la prends celle-là? Oui. Je mentionnais tout à l'heure des objectifs qui ont été fixés par le règlement en termes de collecte, en termes de batteries envoyées vers la seconde vie. À noter que ces objectifs-là vont être augmentés à la hausse au fur et à mesure des années. Donc vers horizon 2035-2037, tous ces objectifs-là sont augmentés. L'idée étant de ne pas imposer dès maintenant aux producteurs des contraintes qui soient trop strictes pour aider la filière à se mettre en place. Mais ensuite, l'exigence sera croissante. Et enfin, en termes de batterie traçabilité, un autre enjeu que vous devez certainement déjà avoir en tête, c'est le passeport batterie qui arrive en 2027 pour aider justement à la traçabilité de cette fin de vie qui s'applique à toutes les batteries de plus de 2 kWh. Donc voilà, on pourra, si besoin, faire un webinaire ad hoc sur ce sujet-là, si ça suscite des questions, mais on a encore un peu de temps devant nous puisque c'est donc février 2027. Yes. Nous sommes ouverts à vos questions. On a été assez efficace sur la tenue du timing, donc on a plein de temps à vous dédier. Tu disais qu'il y avait un chat avec peut-être déjà des questions. Merci, Monsieur Grégoire.
On vous fera parvenir la présentation si vous le désirez. Et puis, on peut déjà mettre à l'écran nos, notre contact, enfin nos contacts respectifs. Alors, on a une première question dans le chat, je ne sais pas si vous la voyez. Ah oui. Quels sont les volumes de batterie que Voltaire traite actuellement? Actuellement, nous en avons traité à peu près 150 tonnes, mais ça c'est le volume qui est le reflet de nos moyens industriels du moment. Nous sommes en phase de levée de fonds, ce qui n'est un secret pour personne. Voilà, et donc ces moyens vont augmenter de façon très significative. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire soit dans le chat, soit à l'oral. Vous pouvez lever la main et on peut vous donner la parole. Je vois qu'on a une deuxième question dans le chat. Une question de Rémi Grégoire. Travaillez-vous avec des cellules prismatiques où il y a encore des contraintes de démantèlement et ou de diagnostic? Alors la question s'adresse à qui? Bonjour, peut-être plus à Voltaire, vu que je voyais que vous faisiez du démantèlement et du diagnostic des cellules, mais éventuellement Bib aussi. Ouais, c'était une question plutôt générale. Ça marche. Merci. Bah, Joséphine, je te laisse y aller pour côté Bib, puis je compléterai côté Voltaire. Oui, effectivement, c'est peut-être d'autant plus précis pour vous, Voltaire. Nous, l'approche qu'on a dépend en fait des clients avec qui on travaille. On a des acteurs de seconde vie qui travaillent directement avec des cellules, d'autres avec des modules, d'autres avec des packs. Donc ça dépend de chaque stock. Et pour notre part, oui, on travaille sur des cellules prismatiques, même si c'est pas le cœur de notre activité à ce stade. Pour ceux qui sont les plus avertis de notre audience, là, les cellules prismatiques, elles peuvent avoir tendance à gonfler quand on les sort de leur structure, la structure qui forme la batterie, et donc là, les rendre plus difficiles à réemployer. Donc c'est peut-être ça les contraintes de démantèlement. Je vois quelqu'un qui met "eh oui" dans le chat. Effectivement, ça fait partie des contraintes, mais toutes les chimies ne sont pas aussi, comment dire, ne sont pas égales quant à ce phénomène-là. Donc voilà, c'est pas du tout c'est pas du tout impossible. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe dans nos gisements, c'est principalement des cellules cylindriques, comme je vous ai montré, 1850, 21700, ce genre de choses. Pour ceux qui nous rejoignent là, parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui viennent de rejoindre la réunion, donc on est dans la session questions-réponses. Donc, si vous avez des questions sur le sujet de la REP batterie, n'hésitez pas. Ben, je devine que c'est très clair.
Donc pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de tout suivre ou qui nous ont rejoint en fin de webinaire, ce webinaire a été enregistré. Il sera envoyé à toute la liste des diffusions et à tous les inscrits. Donc vous pourrez le revoir si jamais il y a des informations que vous avez pu manquer. Et vous aurez également les slides dans le mail à la suite de cette réunion. Et donc on peut remercier beaucoup Cyril Vignon et Joséphine pour cette présentation. Et également Juliette qui a des problèmes de micro et qui ne peut pas vous dire au revoir. Mais donc voilà, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux pour ce webinaire. Et donc on vous enverra toutes les informations et l'enregistrement juste après. Et si vous avez des questions, nos mails avec Cyril sont ouverts, n'hésitez pas. Ouais, tout à fait. On peut vous introduire auprès des éco-organismes, venir poser les questions ensemble si c'est des sujets qui sont un peu épineux pour vous, loin de vos priorités. On se fera un plaisir de les débroussailler avec vous. Voilà, donc écrivez-nous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.